Bonjour et bienvenue sur InvestEasy, la chaîne d'analyse fondamentale. Aujourd'hui, nous allons aborder OVH Cloud. OVH Cloud est une entreprise française qui conçoit, exploite et vend des infrastructures cloud européennes avec un positionnement centré sur le prix, la souveraineté des données et la maîtrise technique. La thèse d'investissement coule donc de source. On se demandera donc pour l'entreprise quelle est sa place actuellement et quelle place pourrait-elle avoir dans le futur, dans un contexte géopolitique tendu axé sur la souveraineté. Nous allons faire un rappel du jargon utilisé afin que ce soit bien plus clair pour la suite. Le cloud, c'est louer à distance de la puissance informatique, du stockage ou des logiciels au lieu d'acheter et gérer ses propres machines sur place. Un data center est un bâtiment rempli de serveurs, de câbles, de systèmes de refroidissement, d'électricité sécurisée et de réseaux. C'est l'usine physique du cloud, si on peut dire. Le cloud privé, c'est une infrastructure réservée à un client ou à un groupe de clients plus contrôlé, souvent utilisé pour des besoins critiques. Le cloud dit public est une ressource informatique mutualisée entre de nombreux clients, consommée à la demande. C'est le modèle d'AWS, Azure, Google Cloud ou OVH Cloud, Public Cloud. Un cloud hybride est un mélange entre l'infrastructure interne du client, un cloud privé et parfois du cloud public. L'objectif est de garder certaines données en interne tout en utilisant le cloud pour le reste. OVH est fondée en 1999 par Octave Klaba. Au départ, l'entreprise répond à un besoin simple qui est d'héberger des sites internet à un prix accessible. L'entreprise cherche ensuite à produire elle-même une partie de son infrastructure, à optimiser ses coûts et à maîtriser son outil industriel. Le water cooling illustre bien cette culture d'ingénierie. Le principe est de refroidir les serveurs avec un système liquide plutôt que de l'air climatisé. Pour un data center, le refroidissement est un coût majeur. Ce sont de vraies centrales à chaleur. Si l'entreprise refroidit mieux, elle peut densifier ses serveurs, consommer moins d'énergie et produire une offre plus compétitive. Entre 2004 et 2009, OVH s'étend en Europe et s'ancre à Roubaix. La famille Klaba joue un rôle structurant. Cette dimension familiale compte encore aujourd'hui. OVH Cloud est cotée en bourse, mais elle reste contrôlée par son fondateur et sa famille. Cela donne une vision long terme et du caractère à la direction. À partir de 2010, l'entreprise passe de l'hébergement web au cloud, c'est-à-dire louer à distance du stockage, de la puissance informatique ou des logiciels. Cette pratique évite de gérer soi-même les machines. Elle lance Hosted Private Cloud, qui est un service cloud avec une infrastructure dédiée pour un client. Elle lance ensuite Public Cloud, un modèle où les ressources informatiques sont mutualisées entre plusieurs clients et qui peuvent être consommées à la demande. OVH est donc passé d'un hébergeur de sites web à un gestionnaire d'infrastructures et de services cloud. Entre 2015 et 2020, OVH accélère à l'international. KKR et Towerbook, qui sont des fonds d'investissement privés, entrent au capital en 2016 en investissant 250 millions d'euros pour financer l'expansion. Le groupe ouvre des data centers et bureaux aux États-Unis, puis se développe à Singapour, en Australie et en Inde. Il rachète aussi vCloud Air à l'américain VMware. VMware fournit des logiciels qui permettent aux entreprises de mutualiser, automatiser et administrer facilement des centaines de serveurs et d'applications depuis une plateforme unique, au lieu de gérer chaque machine physique individuellement. vCloud Air était donc une offre cloud compatible avec les outils VMware, utilisés par de nombreuses entreprises. L'opération permet au groupe d'accélérer son développement dans le cloud d'entreprise en récupérant des clients, des équipes spécialisées et une expertise reconnue auprès des grands comptes, notamment aux États-Unis. En 2019, OVH devient OVH Cloud. Le nom dit ce que l'entreprise veut devenir, un fournisseur cloud ouvert, durable et souverain. L'introduction en bourse de 2021 donne au groupe plus de visibilité, mais elle impose aussi une nouvelle contrainte qui est de prouver au marché que cette infrastructure lourde peut générer du cash. Les années 2022 et 2023 sont celles de la construction. OVH Cloud investit massivement dans ses data centers, ses serveurs et son offre cloud afin de préparer sa croissance future. Cette stratégie pèse sur la rentabilité mais augmente fortement les capacités du groupe. Les années 2024 et 2025 marquent le début du retour sur investissement. Le chiffre d'affaires dépasse le milliard d'euros, les marges se redressent et la génération de trésorerie s'améliore progressivement. Après plusieurs années consacrées à construire l'infrastructure, le groupe cherche désormais à démontrer que cette infrastructure peut produire durablement des bénéfices et du cash flow. En 2026, le retour du fondateur Octave Klaba comme président-directeur général traduit une volonté de recentrer l'entreprise sur l'exécution. Le groupe met en avant plusieurs axes qui sont la défense européenne, l'intelligence artificielle souveraine avec l'acquisition de Dragon LLM et la sécurité des données avec le chiffrement de bout en bout de l'entreprise française SILD. Le succès ne se mesurera pas aux annonces, mais aux contrats, aux marges et au cash flow. Alors que vend réellement OVH Cloud? OVH Cloud vend de la capacité informatique sécurisée.
Selon le client, cette capacité prend la forme d'un serveur physique, d'un cloud privé, d'un cloud public, d'un hébergement web, d'un service de sécurité, d'un outil de sauvegarde, d'une base de données ou d'une plateforme IA. Le client ne paie pas une machine, mais un résultat. Avoir ses applications disponibles, ses données protégées, ses coûts prévisibles, ses services hébergés dans un lieu connu et une infrastructure capable de fonctionner sans qu'il gère lui-même les serveurs. OVH Cloud a plusieurs offres. Il y a les serveurs dédiés, où le client loue une machine physique entière. C'est utile pour la performance brute, les jeux, le stockage, la virtualisation ou les applications métiers. C'est le cœur historique d'OVH Cloud. Il y a le Hosted Private Cloud, où le client obtient un data center privé externalisé. OVH Cloud fournit l'infrastructure, la maintenance et les outils dédiés comme VMware par exemple. Le Public Cloud, où le client consomme des ressources à la demande. Machines virtuelles, stockage, base de données, Kubernetes, data, IA, c'est la poche de croissance la plus stratégique. Kubernetes est un logiciel open source qui automatise le déploiement, la gestion et la montée en charge des applications sur plusieurs serveurs. Il est devenu l'un des standards du cloud moderne pour les entreprises développant des applications à grande échelle. Le Web Cloud, c'est-à-dire l'hébergement web, des noms de domaine, des emails, WordPress, des certificats SSL, CDN, l'activité est ici plus mature, mais utile pour la base client et les revenus récurrents. OVH Cloud est également présent dans la sécurité, la souveraineté et l'IA. Les clients institutionnels paient pour stocker, protéger, traiter ou exploiter des données sensibles dans un environnement conforme à ses contraintes réglementaires et de sécurité. Par exemple, pour les forces armées d'un pays, il est vital que le stockage de ces données numériques soit sur le territoire national plutôt qu'à l'étranger. Et étant donné que c'est une entreprise de tech, nous allons expliquer simplement certains systèmes de l'entreprise afin de mieux la cerner. VMware est un logiciel de virtualisation. VM signifie machine virtuelle. Il permet de faire tourner plusieurs systèmes d'exploitation sur une seule machine physique grâce à un logiciel appelé hyperviseur. Cet hyperviseur s'intercale entre le matériel et les systèmes d'exploitation virtualisés et alloue dynamiquement les ressources comme le CPU, la RAM, le stockage à chaque machine virtuelle, en les maintenant isolées les unes des autres. Concrètement, là où une entreprise avait besoin de 10 serveurs physiques, elle peut n'en utiliser qu'un seul, hébergeant alors 10 environnements virtuels indépendants. Cela permet d'optimiser les coûts, de faciliter les sauvegardes et de gagner en flexibilité. Beaucoup d'entreprises l'utilisent depuis des années. Si OVH Cloud propose VMware, il permet à ses clients de migrer sans repartir de zéro. Nutanix est une plateforme qui permet aux entreprises de gérer leurs serveurs, leurs données et leurs applications depuis une interface unique. L'objectif est de simplifier l'administration de l'infrastructure informatique et de réduire le temps consacré aux tâches techniques. SAP HANA est une base de données utilisée pour des applications critiques, notamment les systèmes SAP des grandes entreprises. Quand OVH Cloud propose SAP HANA on Private Cloud, il vise des clients qui veulent héberger des données et applications très sensibles dans un cloud souverain. C'est l'exemple typique pour illustrer qu'OVH Cloud préfère s'associer pour profiter de systèmes et clients déjà établis plutôt que de partir de zéro. La sauvegarde consiste à conserver des copies des données ou des machines pour pouvoir restaurer un service après une erreur humaine, une panne ou une cyberattaque. Le PRA, ou plan de reprise d'activité, va plus loin. Il organise la capacité à redémarrer l'activité sur une autre infrastructure si le site principal tombe. Kubernetes est un outil qui permet de gérer des applications découpées en petits blocs appelés containers. C'est devenu un standard pour les applications modernes. Quand OVH Cloud propose Kubernetes Manager, il vend moins de complexité aux clients, car le client se concentre sur son application, tandis qu'OVH Cloud prend en charge l'administration technique de l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement. Dragon LLM est une acquisition orientée intelligence artificielle. Un LLM, ou Large Language Model, est un modèle de langage comparable à ceux utilisés par ChatGPT ou Claude. L'intérêt est de proposer aux entreprises, aux administrations ou aux acteurs de santé des outils d'intelligence artificielle dont les données restent hébergées et traitées dans un environnement européen. Cela permet à OVH Cloud de monter en puissance dans la chaîne de valeur en vendant de la souveraineté avant tout. SILD est une acquisition de cybersécurité spécialisée dans le chiffrement de bout en bout. Chiffrer signifie rendre les données illisibles sans la bonne clé. Cela renforce l'offre d'OVH Cloud auprès de clients qui manipulent des données sensibles. Alors pourquoi les clients viennent-ils chez OVH Cloud? Le premier motif est le prix performance. OVH Cloud s'est construit sur l'idée de fournir beaucoup de puissance informatique à un prix compétitif, avec une tarification plus prévisible que certains grands clouds américains. Le trafic inclus et l'absence de certains frais cachés sont des arguments forts pour les clients attentifs à leur facture cloud. Le deuxième motif est la souveraineté. Une institution peut refuser de mettre toutes ses données dans un cloud ou dans une IA européenne.
Une institution peut refuser de mettre toutes ses données dans un cloud ou une IA américaine. OVH Cloud vend alors la promesse que les données sont hébergées en Europe, sous droit européen, dans une infrastructure opérée par un acteur européen. Le troisième motif est la continuité technique. De nombreuses entreprises utilisent déjà des technologies comme VMware ou SAP dans leur propre data center. OVH Cloud leur permet souvent de migrer vers le cloud sans devoir reconstruire leur infrastructure ni changer leurs outils. Cette approche réduit les coûts, les risques et la complexité du projet. Le quatrième motif est la réversibilité. OVH Cloud insiste sur les standards ouverts et l'absence d'enfermement propriétaire. En clair, le client doit pouvoir repartir plus facilement qu'avec un fournisseur qui le verrouille dans ses outils, ses formats et ses services internes. C'est donc de la flexibilité qui est mise en avant. À présent, abordons la concurrence, qui est quand même le cœur du sujet. OVH Cloud affronte plusieurs types de concurrents. Les plus puissants sont Amazon Web Services ou AWS, Microsoft Azure et Google Cloud. Ces acteurs dominent le marché mondial avec des budgets, des logiciels, des équipes commerciales et des capacités IA très supérieures à ceux d'OVH Cloud. OVH Cloud ne peut pas les battre partout. Sa bataille n'est pas de devenir un quatrième hyperscaler mondial, sa bataille est de gagner les segments où la localisation des data centers, les législations et la souveraineté comptent. Les concurrents européens d'OVH Cloud ne sont pas tous au même niveau. OVH Cloud reste l'un des acteurs européens les plus complets, avec une vraie taille, une base client large et une offre couvrant le cloud privé, le cloud public, les serveurs dédiés et l'hébergement web. En face, Scaleway est probablement le concurrent français le plus offensif sur le cloud souverain et l'IA, soutenu par les moyens d'Iliad. Orange Business et T-Systems sont dangereux sur les grands comptes grâce à leur poids commercial et institutionnel. Pour autant, ce ne sont pas des pure players du cloud. Outscale et Cloud Temple sont plus petits mais crédibles sur les dossiers sensibles grâce à leur certification et leur spécialisation souveraine. Stackit, adossé au groupe Schwartz, est encore moins installé qu'OVH Cloud mais dispose d'un actionnaire très puissant. La souveraineté est donc une opportunité pour OVH Cloud, mais ce n'est pas un monopole. Le groupe doit prouver qu'il combine souveraineté, qualité technique, prix compétitif et exécution commerciale. Enfin, les clients peuvent aussi garder leurs propres infrastructures internes. Une grande entreprise peut décider de ne pas tout externaliser et de conserver certains systèmes critiques chez elle. C'est pourquoi le cloud hybride reste important. Il permet de combiner des ressources existantes chez le client avec des ressources cloud externes. Alors quels sont les avantages compétitifs d'OVH Cloud? Le premier avantage d'OVH Cloud est industriel, mais il doit être bien compris. Le groupe ne fabrique pas les composants électroniques eux-mêmes, il commande des composants standards qu'il assemble. En revanche, il conçoit, assemble, déploie, maintient et réutilise une partie importante de ses serveurs dans ses propres usines. C'est notamment à Croix en France et à Beauharnois au Canada que le groupe dispose de ses usines d'assemblage. Une pour l'Europe et une pour l'Amérique du Nord. Cette relative maîtrise de la chaîne physique du cloud est une intégration relativement verticale pouvant permettre de réduire les coûts, accélérer certains déploiements, améliorer la réparabilité du matériel et soutenir la promesse de prix-performance. C'est un avantage réel face à certains concurrents européens plus petits ou moins industriels. En revanche, ce n'est pas un avantage décisif, encore moins face aux hyperscalers américains qui disposent d'une échelle industrielle et logicielle beaucoup plus importante. Il faut donc le voir comme un avantage opérationnel ciblé, utile pour défendre les prix et la marge, mais pas comme une protection suffisante à lui seul. Nous avons déjà commencé à aborder le deuxième avantage qui est réglementaire et politique. Il y a une réelle place à prendre sur le cloud européen souverain, d'autant plus que la volonté politique commence à se manifester par des projets concrets. OVH Cloud peut répondre à cette demande avec un positionnement européen et des offres selon des exigences élevées de sécurité, d'organisation et de contrôle. Cet avantage n'est pas un monopole car d'autres acteurs européens peuvent aussi se positionner sur le cloud souverain, mais OVH Cloud combine cette crédibilité réglementaire avec une taille, une marque et une largeur d'offres supérieure à beaucoup de concurrents souverains plus spécialisés. Le groupe vend donc également de la confiance. Le troisième avantage est également relatif, c'est la base de clients déjà installée. OVH Cloud revendique une très large base de clients. Tous n'ont pas la même valeur. Un petit site web n'équivaut pas à un grand contrat critique. Mais cette base donne de la notoriété, des revenus récurrents et une possibilité de vendre progressivement des offres plus avancées. OVH Cloud exploite 46 data centers sur 4 continents, avec une présence dans plusieurs pays clés comme la France, le Canada, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, Singapour et l'Australie. Cette présence donne au groupe une vraie taille industrielle en Europe, même si elle reste très inférieure à celle des hyperscalers américains.
Le quatrième avantage est la cohérence entre taille, prix, technologie et souveraineté. OVH Cloud n'a pas la puissance des hyperscalers américains. Amazon, Microsoft et Google concentrent à eux seuls environ 63% des dépenses mondiales d'infrastructures cloud. Mais OVH Cloud dispose d'une taille rare parmi les acteurs européens indépendants, avec 1,6 million de clients, 46 data centers, plus de 500 000 serveurs et environ 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2025. A l'inverse, certains concurrents souverains sont très crédibles sur des niches, comme Cloud Temple sur les offres Secnum Cloud, mais ils restent beaucoup plus petits. D'autres comme Orange Business, T-Systems ou Scaleway bénéficient de groupes très puissants, mais ne sont pas toujours des pure players cloud comparables à OVH Cloud. Le positionnement d'OVH Cloud est donc intermédiaire, trop petit pour rivaliser frontalement avec AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud, mais assez grand pour être crédible en Europe, assez souverain pour se différencier et assez industriel pour défendre une promesse de prix-performance. On l'aura compris, OVH Cloud n'a pas de moat en l'état des choses. L'entreprise possède tout de même des caractéristiques différenciantes par rapport à certains de ses concurrents directs. Depuis son introduction en bourse, OVH Cloud a bien grandi. Le chiffre d'affaires passe de 663 millions d'euros en 2021 à 1,085 milliard d'euros en 2025. L'entreprise a donc prouvé qu'elle pouvait augmenter ses revenus, mais cela ne suffit pas. Le problème d'OVH Cloud est le poids des investissements. Pour vendre plus de cloud, il faut souvent acheter plus de serveurs, de stockage, de composants, de réseaux et de capacités de data center. L'EBITDA peut être élevé, mais le cash disponible peut rester faible si les investissements absorbent tout. 2024 et 2025 montrent une amélioration. Le chiffre d'affaires dépasse le milliard, la marge d'EBITDA ajustée revient au-dessus de 40%, le free cash flow progresse et le résultat net devient légèrement positif. C'est un signal positif, mais encore modeste. En 2025, le bénéfice net est seulement de 400 000 euros. L'entreprise est donc proche de l'équilibre, mais pas encore dans une zone de rentabilité nette. Le premier semestre 2026 est contrasté. La croissance ralentit à 5,5%, mais la marge atteint 40,9%. Les investissements sont très élevés au premier semestre, car la direction dit avoir anticipé des achats de composants. Le point à vérifier au second semestre sera simple. Est-ce que les investissements se normalisent et est-ce que le cash flow devient positif comme promis? La dette est un sujet central chez OVH Cloud parce que le modèle économique demande beaucoup de capital. Le groupe doit avoir une chaîne logistique et de services complets ainsi que des infrastructures lourdes. Autrement dit, la croissance implique des capex élevés qui mettent du temps pour avoir un retour sur investissement. C'est pour cela que le bilan est important dans l'analyse fondamentale. La croissance est la condition sine qua non de la gestion de la dette, qui deviendrait en cas de ralentissement plus un fardeau qu'un levier. L'OPRA s'inscrit dans ce contexte. Une OPRA est une offre publique de rachat d'actions. L'entreprise propose de racheter une partie de ses propres actions et les actions sont ensuite annulées. Elles sont juridiquement détruites, ce qui réduit le nombre total d'actions et augmente mécaniquement le poids des actionnaires qui n'ont pas vendu. OVH Cloud l'a fait à 9 euros par action. Elle a donc pour effet de renforcer mécaniquement le poids de la famille Klaba dans le capital. La famille Klaba détient actuellement plus de 78% du capital, ce qui en fait donc l'actionnaire de référence. Pour les actionnaires restants, cela peut être positif si l'entreprise rachète ses actions à un prix attractif. Mais ce n'est pas gratuit. L'opération consomme beaucoup de cash et augmente la pression sur le bilan. Le refinancement de 2025 répond à cette pression. OVH Cloud a réorganisé sa dette pour allonger ses échéances et diversifier ses sources de financement. Le groupe a notamment émis une obligation de 500 millions d'euros à 4,75% avec une échéance en 2031. Mis en place un green loan de 450 millions d'euros et dispose également d'un emprunt de 200 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. L'intérêt de l'opération est de remplacer une partie de la dette existante par des financements plus longs et plus diversifiés. Pour rappel, une obligation est une dette de marché. L'entreprise emprunte auprès d'investisseurs et leur verse des intérêts. Un green loan est un prêt associé à des critères environnementaux, ce qui est cohérent avec le positionnement d'OVH Cloud sur l'efficacité énergétique et le cloud durable. L'intérêt de ce refinancement est de donner du temps au groupe, mais ce confort a un prix, notamment sur le bilan et le résultat net. C'est pour cela que l'analyse quantitative doit être méticuleuse et répétée dans le temps pour évaluer cette entreprise. Alors, quelle est la mécanique 2026-2030? La période 2026-2030 doit être lue dans un contexte plus large que les seuls résultats d'OVH Cloud. En Europe, le cloud devient un sujet industriel, politique et stratégique. C'est cette mécanique qui crée une fenêtre pour OVH Cloud. La France pousse depuis plusieurs années une doctrine appelée Cloud au centre. L'idée est de faire du cloud le mode d'hébergement normal des services numériques publics, tout en protégeant les données sensibles. Dans ce cadre, Secnum Cloud joue un rôle central.
Secnum Cloud est une qualification délivrée par l'ANSSI, l'Agence française de cybersécurité. Elle ne signifie pas seulement que les serveurs sont situés en France, elle impose des exigences de sécurité, d'organisation, d'exploitation et de contrôle juridique. Pour un client public ou régulé, cela peut devenir un critère de choix, éventuellement une future exigence réglementaire. Cette dynamique se voit aussi au niveau européen. En avril 2026, la Commission européenne a attribué un contrat cadre de cloud souverain plafonné à 180 millions d'euros sur 6 ans. Il doit permettre aux institutions, organes et agences de l'Union européenne d'acheter des services cloud conformes à des critères de souveraineté. OVH Cloud est retenu parmi plusieurs entreprises via un consortium. Le montant reste faible à l'échelle du cloud mondial, mais le signal est important. L'Europe commence à structurer une demande institutionnelle pour des alternatives cloud européennes. L'offre n'aura pas la capacité de concurrencer les hyperscalers américains. L'objectif est de capter une partie des usages sensibles. Les forces armées des pays d'Europe sont donc des clients de choix. Il faudra scruter la partie concrète avec la signature de contrat. L'intelligence artificielle est le deuxième grand moteur, mais aussi le plus dangereux. L'IA augmente fortement les besoins en calcul, en stockage, en réseau et en data center. Cela profite en théorie à OVH Cloud, puisque le groupe vend précisément de l'infrastructure numérique. Mais l'IA exige aussi des GPU, c'est-à-dire des puces coûteuses, utilisées pour entretenir ou faire tourner les modèles. OVH Cloud ne peut pas gagner une guerre de capacité contre les hyperscalers américains. Encore une fois, l'entreprise peut tirer son épingle du jeu par la souveraineté. C'est dans cette logique que s'inscrit Dragon LLM. Les data centers français deviennent un élément important de la dynamique 2026-2030. La France attire des projets d'infrastructures IA de très grande taille grâce à son foncier industriel, son réseau électrique et son électricité nucléaire. L'exemple le plus visible est SoftBank, qui prévoit une première phase de 45 milliards d'euros pour construire 3,1 gigawatts de capacité de data center IA dans les Hauts-de-France, avec une ambition pouvant monter jusqu'à 75 milliards d'euros et 5 gigawatts. D'autres projets vont dans le même sens, comme les investissements de Brookfield dans les infrastructures IA, le projet AI Campus porté autour de Mistral AI, MGX, BPI France et Nvidia, ou encore le projet Ardian Verne près de Paris. Pour OVH Cloud, ces annonces sont à la fois positives et inquiétantes. Elles confirment que la demande de capacité informatique, de cloud et d'intelligence artificielle augmente fortement en France. Mais elles montrent aussi que le marché va attirer des acteurs beaucoup mieux capitalisés, capables d'investir des montants très supérieurs à ceux d'OVH Cloud. Pour rester compétitif, OVH Cloud va donc devoir proposer des offres différenciantes par rapport à ses concurrents. Les local zones complètent cette stratégie. Une local zone est une petite zone cloud placée au plus près des utilisateurs finaux. C'est une stratégie différente des grands data centers centraux, parfois écartés du client. L'objectif de la local zone étant de réduire la latence, c'est-à-dire le délai de réponse entre l'utilisateur et l'application, et de répondre à certaines contraintes de localisation des données. OVH Cloud indique avoir déjà déployé des local zones dans plusieurs villes et vouloir en ouvrir beaucoup plus dans les prochaines années. L'idée est de rapprocher le cloud de ses clients sans construire partout des grands data centers complets. C'est utile pour le public cloud, mais uniquement si les entreprises utilisent réellement ces capacités et si le taux de remplissage est suffisant. La dynamique 2026-2030 repose donc sur une même idée. L'Europe cherche à reprendre une partie du contrôle sur ses infrastructures numériques. Cela crée un marché plus favorable à OVH Cloud qu'il y a 10 ans. Mais ce marché ne lui appartient pas. OVH Cloud doit donc pouvoir prouver qu'il n'est pas seulement européen ou souverain, mais qu'il combine souveraineté, qualité technique, catalogue suffisant, prix compétitif et exécution commerciale. Le point décisif sera la transformation de cette dynamique politique en revenus récurrents, marge et cash flow. Alors, quels sont les risques à regarder? Le premier risque est la banalisation. Une partie du cloud peut être comparée assez facilement, par exemple par le prix d'un serveur, le coût du stockage, la bande passante, la disponibilité ou la localisation. Si OVH Cloud est perçu comme un simple vendeur de capacités informatiques, la concurrence se fera surtout sur le prix. C'est dangereux car le groupe n'a pas l'échelle des hyperscalers. OVH Cloud doit donc vendre une offre différenciée. Le deuxième risque vient donc logiquement des hyperscalers américains. AWS, Microsoft Azure et Google Cloud disposent d'un catalogue plus large, de moyens financiers supérieurs, d'une force commerciale mondiale et d'une avance forte dans l'intelligence artificielle. OVH Cloud ne doit pas les affronter frontalement à court ou moyen terme. Le troisième risque est l'intensité capitalistique. Le cloud demande des dépenses d'investissement conséquentes. Une fois les investissements faits et réalisés, il faut les convertir en clients et en cash flow. Ce point est central chez OVH Cloud, car son modèle industriel repose sur la capacité à transformer des investissements lourds en cash flow durable. Le quatrième risque est la dette.
Le refinancement de 2025 donne du temps au groupe, mais il augmente aussi l'importance du cash flow. L'obligation de 500 millions d'euros à 4,75% représente une charge d'intérêt significative. La dette reste supportable si les marges progressent, si les capex se normalisent et si le free cash flow devient durablement positif. Elle devient problématique si la croissance ralentit ou si les investissements restent trop élevés. Le cinquième risque est opérationnel. Un fournisseur cloud vend de la confiance. Une panne, une perte de données, une cyberattaque ou un incident de data center peut coûter cher et abîmer la réputation. L'incendie du data center de Strasbourg en 2021 a rappelé que la résilience, les sauvegardes et les plans de reprise d'activité ne sont pas des options techniques, mais des éléments centraux du produit vendu. Le sixième risque est la souveraineté concurrencée. OVH Cloud bénéficie du discours européen sur l'indépendance numérique, mais il n'est pas le seul. Les hyperscalers américains peuvent également proposer des offres dites souveraines avec des partenaires locaux. Si ces solutions sont acceptées par les administrations et les grands comptes, l'avantage d'OVH Cloud se réduit grandement. Le septième risque concerne l'intelligence artificielle. L'IA peut augmenter la demande de calcul, de stockage et de cloud, mais elle peut aussi pousser OVH Cloud à réinvestir trop lourdement. Le groupe ne peut pas gagner une guerre de puissance brute contre les hyperscalers. Son angle doit rester ciblé. Le huitième risque est lié à VMware. OVH Cloud exploite certaines offres de cloud privé basées sur les logiciels VMware qui appartiennent à Broadcom. Depuis le rachat de VMware par Broadcom, les règles commerciales ont changé avec davantage d'abonnements, de bundless et des coûts parfois plus difficiles à maîtriser pour les clients. Pour OVH Cloud, c'est à la fois une opportunité et un risque. C'est une opportunité si les entreprises veulent quitter ou réduire leur dépendance à VMware et cherchent une transition progressive vers d'autres solutions d'OVH Cloud. Mais c'est également un risque si les coûts VMware augmentent, si les contraintes de licence pèsent sur les offres cloud privées ou si les clients décident de sortir totalement de cet écosystème au lieu de rester sur une offre VMware hébergée chez OVH Cloud. Le neuvième risque est la gouvernance. La famille Klaba est l'actionnaire de référence. Cela donne une vision longue, une culture fondatrice et une forte continuité stratégique. Mais cela limite aussi les contre-pouvoirs. L'Opra a renforcé ce poids relatif en annulant une partie des actions rachetées. Pour un investisseur, il faut donc accepter une direction familiale. À ces risques spécifiques s'ajoutent des risques plus génériques comme la cybersécurité, l'inflation des coûts, le coût de l'énergie, les tensions sur les composants, la concurrence sur les talents et les profils techniques, la réglementation, les litiges, la fiscalité, la réputation et les conditions de marché. Alors, quel est le verdict? OVH Cloud est une entreprise de qualité relative. Elle n'a pas la puissance d'un hyperscaler américain, mais elle occupe une place rare en Europe. C'est un acteur cloud indépendant, français, industriel, coté, avec une vraie infrastructure, une large base de clients, 46 data centers, plus de 500 000 serveurs et un chiffre d'affaires supérieur au milliard d'euros. Son angle d'attaque n'est pas de battre les hyperscalers sur toute la profondeur du cloud mondial. Son angle d'attaque est plus ciblé. Le moment politique lui est favorable. L'Europe veut réduire sa dépendance aux infrastructures numériques américaines. La France pousse le cloud de confiance. Secnum Cloud devient un incontournable pour les données sensibles, les administrations et la défense qui cherchent des solutions souveraines. L'intelligence artificielle augmente les besoins en capacité informatique. Cette dynamique crée une fenêtre stratégique pour OVH Cloud. Le groupe peut profiter d'un marché où la décision ne se fait plus seulement sur le prix ou la performance brute, mais aussi sur le contrôle juridique, la sécurité et l'indépendance opérationnelle. Mais cette fenêtre ne garantit rien. OVH Cloud reste confronté à des concurrents beaucoup plus puissants, à une activité très capitalistique, à une dette qui exige davantage de cash flow et à une rentabilité nette encore plus fragile. Le groupe doit aussi faire sa place face à d'autres acteurs. La souveraineté est une opportunité, mais elle n'est pas un monopole. OVH Cloud doit donc prouver qu'elle combine mieux que les autres une infrastructure crédible, une offre suffisamment large, des prix compétitifs et une exécution commerciale solide. La thèse fondamentale dépend donc de l'exécution. Si le public cloud continue de croître, si les offres souveraines se transforment en contrats récurrents, si les capex se normalisent et si le free cash flow devient durablement positif après intérêt, OVH Cloud peut devenir un acteur européen rentable et stratégique. A l'inverse, si la croissance reste faible, si les investissements continuent d'absorber la trésorerie ou si la souveraineté reste surtout un discours politique sans conversion financière, la valorisation sera difficile à justifier. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à faire des retours en commentaire, vous abonner et liker, on se retrouve pour un prochain sujet.